Les grands dossiers du judaïsme. Une émission conçue et présentée par Evelyne Chiche. Un rendez-vous mensuel tous les deuxièmes lundis du mois de 21h à 22h30 sur Radiocom Judaïque FM. Avec à la technique Jean-Philippe, notre sujet de ce soir, qui est juif? Pour nous en parler, le Rav Asimov, le grand rabbin Amar et Dov Louski, directeur de l'agence juive. Alors, bien sûr, qui est juif? Si nous prenons le petit Larousse, vous aurez comme définition personne appartenant au peuple juif, à la communauté israélite, qui professe la religion judaïque, un juif pratiquant, juif errant, le personnage légendaire condamné à marcher sans s'arrêter jusqu'à la fin du monde pour avoir injurié Jésus portant sa croix, et le petit juif, si vous le saviez pas, eh bien c'est l'endroit sensible du coude. Voilà à quoi donc s'arrête la définition prise dans le Larousse de qui est juif. Et pourtant, on sait bien que dans le judaïsme, l'appellation de juif est très précise. Et pour cela, eh bien, nous interrogeons tout de suite le Rav Asimov, qui est directeur du Beit Lubavitch, rue Lamartine, à Paris. Pour vous, Rav Asimov, qui est juif? Vous me demandez pour vous et je vois pas du tout pourquoi la question vous, c'est pas une question d'opinion personnelle, et il faut toujours regarder qu'est-ce que la Torah elle nous dit. La Torah nous dit qui est-ce qui est juif, celui-là qui vient d'une mère juive, c'est la mère juive qui compte, et la personne qui était convertie selon la Halacha. Et ça, c'est considéré comme un juif qu'il a la structure qu'on dit que c'est un juif. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a été converti, vous dites selon la halakha, en ce qui concerne le mouvement Lubavitch, par exemple ici en France, vous reconnaissez la conversion du Beddin? Nous, on reconnaît absolument que la conversion de Beddin, et pas des autres rabbins qui vont dire qu'ils font des conversions, on le considère nul. Et tous les cas, plusieurs fois, il y avait des cas que des gens, ils sont venus nous demander pour une conversion, on l'a toujours adressé au consistoire. Donc, pour vous, la réponse en tout cas est très limitée. Pour vous, toute personne née d'une mère juive est donc considérée comme juive. En dehors de cela, bien sûr, ceux qui sont convertis, mais en dehors de ça, il n'y a pas donc de possibilité quelconque. Il y en a une possibilité qu'ils se convertissent. Oui, d'accord. Donc, la réponse est très brève et très concise. C'est une réponse qui est due dans la Torah. On peut pas être pluraliste que le roi, on peut pas être... c'est la Torah qui nous dit comment il faut répondre dans des cas pareils. Eh bien, Rav Asimov, je vous remercie. Voilà, donc ça c'était la réponse du Rav Asimov, qui est directeur du Beit Lubavitch à Paris, et bien entendu, nous sommes allés demander à un grand rabbin à Paris, le grand rabbin Amar, qui est rabbin de la synagogue de la rue Buffo, selon la halakha, eh bien, qu'est-ce que ça voulait dire être juif? Qui est juif? Monsieur le rabbin Amar, bonjour, vous êtes grand rabbin de la synagogue Buffo. Une question nous préoccupe, une question somme toute banale, mais on aimerait bien avoir votre réponse. Qui est juif? Je pourrais vous donner ma réponse personnelle, mais enfin c'est surtout la réponse de la halakha, c'est-à-dire du code juif transmis par Joseph Caro. Et donc pour nous, n'est juif que celui qui naît de mère juive. Et alors, il naît de mère juive, c'est-à-dire le père ne rentre absolument pas en ligne de compte au niveau de la halakha. L'idéal, c'est d'être né de père et de mère juive, bien sûr. Mais si l'enfant est simplement de mère juive et si son père n'est pas juif, pour nous, ce qui compte, c'est uniquement la mère. Car on dit que d'abord, on est sûr que de la mère, et ensuite, qui donne toute l'éducation de l'enfant, c'est bien sûr la mère. Et si la mère est juive, donc l'enfant a toutes les chances de vivre dans un contexte juif, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque la mère n'est pas juive. C'est déjà tellement difficile à titre personnel d'être juif, comment voulez-vous demander à une femme qui ne l'est pas, non seulement d'être elle-même juive, mais encore d'élever son enfant dans un judaïsme, ce qui est tellement difficile de nos jours. Alors, quand vous me dites Joseph Caro, d'après la définition de Joseph Caro, qui était d'abord Joseph Caro, et à quel moment
A-t-il simplement rapporté ses propos ou est-ce qu'il est à l'origine de ce texte? Non, Joseph Caro n'a fait que trancher et de nous rapporter le code qui est consigné dans le Talmud étant l'explication orale de la Torah. Je pense que ce n'est peut-être pas tellement le moment d'expliquer la différence entre Torah écrite et Torah orale. Nous considérons que lorsque Dieu a donné la Torah à Israël sur le mont Sinaï, il y a eu la Torah écrite, celle qui est consignée dans le Sefer Torah, et en même temps Dieu a donné à Moïse donc l'explication orale de toute cette Torah, et qui devait rester orale justement pour s'actualiser à travers les générations. Et pendant des siècles et des générations, cette loi orale s'est transmise de père en fils ou de maître à élève, jusqu'au moment où, au IIe siècle, elle a été consignée par écrit. Voilà, ça a été consigné par écrit en raison de l'invasion romaine de la Judée qui interdisait aux Juifs d'enseigner ou d'apprendre la Torah. Il y avait donc danger et les rabbins ont considéré que si on ne l'écrivait pas, il y avait un risque de disparition. Donc il y a eu la Mishnah. Ensuite, les Juifs ayant perdu beaucoup de leur judaïsme, il a fallu expliquer la Mishnah. Ça a été le Talmud. Et même le Talmud, à un certain moment, était trop compliqué pour les Juifs de l'époque, et il y a eu un homme qui s'appelait Joseph Caro. Ce n'était pas le premier, parce qu'avant lui, il y a eu d'autres codes. Il y a eu Maïmonide qui a fait un code, il y a eu Rabbi Akiva qui a fait un code, mais Joseph Caro a écrit un code qui a été accepté à l'unanimité, ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, et naturellement, ce que dit Joseph Caro, il n'a pas inventé. Il a fait tout simplement reprendre cette tradition qui remonte à Moïse sur le mont Sinaï. Donc le fait de dire effectivement la décision rabbinique halachique qui a été de considérer la transmission du judaïsme uniquement par la femme n'est pas récente, enfin tout au moins disons bien postérieure au don de la Torah. Elle est aussi ancienne que le don de la Torah à Israël sur le mont Sinaï. Ça fait à peu près, si mes comptes sont bons, environ 3300 années. Donc depuis 3300 années, c'est la femme qui donne la religion à l'enfant. Alors, monsieur le rabbin, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses vont très vite au niveau scientifique. Vous me dites, c'est vrai, de la femme, on est sûr. De l'homme, après tout, on ne sait pas, est-ce que c'est lui le père ou pas. Or, vous devez savoir qu'aujourd'hui, ou demain en tout cas, très prochainement, il risque d'y avoir l'empreinte génétique et on pourra tout à fait savoir si l'enfant est du père et de la mère et vice-versa. Alors, est-ce que les choses bougeront-elles à ce moment-là? D'abord, je ne pense pas que les choses bougeront. D'abord, il n'y a pas le côté génétique, il y a aussi le côté éducatif. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a qu'une mère juive qui pourra donner à son enfant l'épanouissement spirituel qu'on attend de lui. Mais il n'y a pas que le côté génétique, bien sûr. Et de toute façon, je ne pense pas que ça changera, même si la science nous démontre cette chose-là. D'abord parce que pour que ça change, il faut un Sanhédrin. Un simple rabbin, et quel que soit son niveau ou son importance, même le grand rabbin d'Israël, ne pourra jamais un jour dire cette loi de la Torah n'est plus valable. Éventuellement, il peut y avoir un remaniement, mais encore faut-il que ça soit un tribunal admis à l'échelon mondial, c'est-à-dire l'équivalent du Sanhédrin qui était au temple de Jérusalem, ce tribunal de 71 rabbins. Mais c'est très compliqué actuellement de réunir parce que ces 71 rabbins doivent être des rabbins reconnus sur le plan mondial. Alors, laissons de côté les naissances. Est-ce que le fait ensuite de s'éloigner éventuellement de la pratique religieuse ou alors de la perpétuer, est-ce qu'on pourra dire de celui qui la perpétue c'est un juif et on pourra par contre dire de celui qui s'en est totalement éloigné ce n'est plus un juif? Jamais. Jamais aucun rabbin ne pourra dire à un juif qui n'est plus juif, quel que soit son degré de connaissance ou son degré de pratique. On est juif et on reste juif toute la vie. Et je n'ose même pas dire qu'il y a des bons et des mauvais juifs, parce que même là, on n'a pas le droit d'apporter un jugement de valeur sur une personne. C'est marqué dans les Pirkei Avot, il n'y a que Dieu qui peut juger l'être humain. La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de faire de chaque juif qu'il soit un excellent juif, entre guillemets, c'est-à-dire proche de la synagogue, proche de la communauté, proche des mitzvot. Mais qui nous dit que cette personne qu'on ne voit jamais, peut-être qu'elle fait des mitzvot extraordinaires et qui est peut-être bien meilleure que tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes chaque jour. Alors, ça voudrait dire que dans le judaïsme, il n'y a jamais eu d'exclusion officielle de quelqu'un du judaïsme? Il peut y avoir exclusion de la communauté, c'est ce qu'on a appelé le cherem, l'excommunication. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est plus juive. Cette personne reste juive, mais provisoirement,
On peut l'exclure d'une communauté lorsque son cas est vraiment très très grave, lorsqu'il met en danger la survie même de la communauté. Est-ce qu'il y a eu de nombreux exemples dans notre histoire? Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. On parle en particulier de l'exhumation de Spinoza, mais j'ai lu récemment un article, d'après certains historiens, on n'a jamais retrouvé l'exhumation de Spinoza. Alors je ne sais pas, peut-être que les historiens qui nous entendent, qui nous écoutent, peuvent nous apporter des éclaircissements à ce sujet, mais j'ai lu un article où en fait, même Spinoza n'a pas été excommunié. Alors, est-ce que quelqu'un, Monsieur Grand Rabbin, qui éventuellement se convertirait à une autre religion, un juif, entendons-nous bien, un juif qui aurait choisi d'appartenir à une autre religion, est-ce qu'il est encore considéré comme juif par notre communauté ou plus? Il est toujours considéré comme juif. On lui demandera bien sûr s'il veut revenir officiellement au judaïsme, une conversion, disons, symbolique, de façon à ce qu'il prenne conscience que ce qu'il a fait n'était pas bien, et naturellement nous sommes toujours très heureux éventuellement de l'accueillir s'il veut retourner dans le giron communautaire, le giron du judaïsme. Mais ça veut dire que tant que il est sorti lui-même, pour vous, vous ne le considérez pas encore comme ne faisant plus partie de la communauté d'Israël. Il est toujours faisant partie de la communauté à mon avis. Je pense qu'il faudrait voir exactement les textes ou demander à quelqu'un d'habilité du tribunal rabbinique de nous dire exactement le cas, mais moi je pense qu'il reste toujours juif, mais s'il veut revenir officiellement, donc on lui demande quand même de faire teshuva, c'est-à-dire de regretter tout ce qu'il a fait, et naturellement sa conversion se fera sans aucun problème. Je crois, Monsieur le Grand Rabbin, qu'on aura compris, grâce à vous, qui est juif. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Ce soir, dans les grands dossiers du judaïsme, nous posons la question qui est juif. Et c'est une question importante puisque seuls peuvent émigrer en Israël, a priori en tout cas, ceux qui sont juifs. Or, il existe en Israël la loi du retour qui dit, et qui est une des lois fondamentales de l'État d'Israël, qui donne droit à tout juif d'immigrer en Israël. Cette loi a été votée par la Knesset le 5 juillet 1950. Alors, que dit cette loi? Juif est défini par cette loi comme celui qui est né de mère juive ou qui s'est converti au judaïsme et qui n'a pas une autre religion. Donc très près de la loi halakhique. Il est dit, entre autres, par cette loi du retour que, premièrement, chaque juif a le droit d'émigrer en Eretz Israël, et deux, l'immigration se fera par un visa d'immigrant. Le visa d'immigrant sera donné à tout juif qui exprime le désir de s'établir en Israël, sauf si le ministre de l'Intérieur constate que le candidat agit contre le peuple juif ou risque de mettre en péril la santé publique ou la sécurité de l'État, ou à un passé criminel qui risque de mettre en danger l'ordre public. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi évidentes, et c'est pour cela que je suis allée interroger Dovlowski, qui est délégué à l'Aliyah et à l'information et porte-parole de l'Agence juive. Dovlowski, bonsoir, vous êtes délégué à l'Aliyah et l'information, vous êtes porte-parole de l'Agence juive. Alors d'abord un mot sur l'Agence juive, parce que je crois que ceux qui ont eu à utiliser les services de l'Agence juive vous connaissent bien, mais qu'est-ce que c'est qu'exactement l'Agence juive? Bonsoir. L'Agence juive, en essayant de vraiment donner ça en une phrase, c'est l'endroit, le lieu où on peut avoir tous les renseignements pour un départ éventuel en Israël selon soit un statut de résident temporaire, soit un statut de nouvel immigrant. Le rôle de l'Agence juive est de faciliter le départ de tout juif voulant immigrer en Israël en essayant de lui faciliter son arrivée et jusqu'à 6 à 1 an après son arrivée en Israël. Alors, c'est une organisation mondiale dont vous dépendez, qui est la Souknout en Israël. Vous êtes un petit peu quand même de l'Israël en France et dans différents pays. D'ailleurs, dans combien de pays êtes-vous représenté? Écoutez, je crois qu'on est représenté dans presque tous les pays du monde. Libre en tout cas. Libre, c'est certain. Aujourd'hui, même un peu moins libre. Oui. Surtout dans les pays de l'Est, il y a des agences. Par exemple, dans les pays arabes, vous n'êtes pas présent. Dans les pays arabes, absolument pas. Je pense notamment aux Juifs de Syrie, par exemple. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'agence juive. Certainement pas. En tout cas, ce sont des pays libres, des pays amis, où les agences juives travaillent justement face à toute personne juive voulant émigrer en Israël. Voilà, il faut qu'il y ait quand même une communauté juive dans le pays où vous êtes. Oui. Absolument. Alors, donc, dans ces différents pays, vous êtes un petit peu l'État d'Israël, donc vous êtes au fait des lois. Et si je vous ai demandé d'être avec nous ce soir, c'est pour répondre tout simplement à cette question.
qui est juif? Alors, bien sûr, à titre personnel, vous allez me dire quoi? Je suis juif. Voilà, je pourrais vous répondre la même chose. Mais pour l'État d'Israël, donc vous en êtes un petit peu, en quelque sorte, celui qui envoie des juifs du monde en Israël. Alors, pour l'État d'Israël, qui est juif? Vous savez, beaucoup d'encre a coulé pour répondre à cette question. Oui. Et je suis certain que nous ne pourrons pas y répondre en si peu de temps. Déjà, être juif, c'est difficile. Oui. À l'être en tant que peuple, en tant qu'individu. Pour répondre en tant que juif, halakha, juif, laïque ou juif, etc. Alors, nous avons eu les réponses des rabbins. De ce côté-là, ça y est, c'est fait, la réponse halachique. Mais en ce qui concerne l'État En ce qui d'Israël... concerne l'État d'Israël, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé avec la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, où il est stipulé que l'État d'Israël est un État juif. Et là, la question s'est posée. Mais oui. Qui est juif? Mais oui. De là, il en est sorti une loi de base à l'État d'Israël qui s'appelle la loi du retour. La loi du retour dit tout simplement, est juif toute personne qui est de père ou de mère juive. Alors, attendez, ça vaut la peine que vous le De, précisiez. de mère juive Oui, ou s'étant converti au judaïsme. au judaïsme. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce n'est pas un judaïsme halakha, ce Oui. n'est pas un judaïsme libéral, c'est Ça au n'est pas judaïsme. précisé. Ce n'est pas précisé. Le grand problème aujourd'hui, c'est justement la lutte politique avec certains partis politiques religieux qui veulent absolument qu'on rajoute à cette loi fondamentale le mot selon la halakha. Oui. C'est-à-dire qu'un juif s'est converti, qu'un juif reconnu comme juif ne peut être qu'un juif converti selon la halakha. Donc vous, en tant qu'agent Chose qui n'a pas juif, été ajoutée. voilà, vous, Donc, moi, à l'heure en tant actuelle, qu'agent en juif, tant qu'agent juif, selon la loi du retour, Oui. j'accepte toute personne de père ou de mère juive, de grand-père, de grand-mère juive, qui peuvent me prouver qu'un de leurs parents est juif. les ascendants étaient Absolument. juifs. Donc, je vais selon la loi du retour très élargie, et selon l'additif à la loi du retour qui a été Rajouté. rajouté il y a 17-18 ans à peu près, donc qui étend Qui élargit Et le qui fait que ça élargit peut être le père, ou la mère, ou le père ou la mère, ou les paternels, grands-parents. les grands-parents paternels, maternels, fils d'eux, etc. Alors, par exemple, là, vous avez effectivement un problème accru en ce qui concerne ces juifs qui arrivent d'Union soviétique. Hein, ça ne vous concerne pas puisque vous êtes en France, mais en Israël, il est certain qu'il y a eu un nombre très très important d'immigrants d'Union soviétique et des autres pays de l'Est, et on dirait que parmi eux, il y en a certains qui ont revendiqué le titre de juif tout simplement pour quitter ces pays-là. Alors, est-ce que ça pose vraiment problème en Israël ou est-ce que justement ça en pose pas? Ça dépend selon les points de vue. Si vous me parlez en tant qu'agence juive, les problèmes ne sont pas réels. Tout d'abord parce que dans la plus grande majorité des pays de l'ex-Union soviétique, les juifs étaient inscrits en tant que juifs. Oui. À eux, c'était signifié sur leur état Absolument, civil. signifié. Oui. Donc là, Oui. Il y a peu de plus ou moins pas de problème, Quoique il bien faut- que Oui. il suffit aussi de leur côté qu'un des parents soit juif. Donc Oui. la loi du retour Est élargi. Oui. Quoique, je voulais vous dire que dans des États totalitaires, et on a vu ça même dans des États non totalitaires et pendant la dernière guerre, des gens ont été envoyés dans les camps de concentration avec l'étiquette de juifs alors qu'ils ne l'étaient pas. Et troisième, Oui. quatrième Voilà, génération, où c'est ils ne vrai. l'étaient plus. C'est vrai, c'est Oui. vrai. Même par sentiment, il n'était plus. Oui, il n'était plus du tout. C'était encore pire. Oui, ce qui était Là, au moins, ils ont envie de reprendre Oui, leur oui. religion ou leur nom de juif afin de Oui. retrouver Israël. Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous nous trouvons devant un fait accompli en Israël, c'est qu'il y a une partie des Olim, des nouveaux immigrants de l'ex-Union soviétique, qui, selon El Halakha et selon la loi du retour extra élargie, n'ont rien de juif. Et là se pose un problème. Il se pose surtout du côté, à mon avis, sociologique et philosophique du terme juif. L'État d'Israël a créé aujourd'hui des ulpanim giyur, des ulpanim de conversion, pour tous ceux qui ont émis la volonté de devenir juifs selon la halakha. Ceux-là ont 6 mois environ d'ulpan, vous étudiez en même temps l'hébreu,
et en même temps les lois du judaïsme afin de devenir juif vraiment selon la halakha. D'autres préfèrent rester comme ils sont. Ceux qui, en fait, paieront les pots cassés, ce seront les enfants. Ah oui, parce qu'il va y avoir des mariages. Il faut Absolument. supposer. Donc, un enfant qui arrive à un âge où il Oui. veut quand même se marier, Oui. il a un problème à prouver sa judaïté Oui. en voulant lâcher le rabbin, faire un mariage religieux comme il est pratiqué en Israël. Alors, est-ce que, par exemple, on propose aussi à ces jeunes également, dès l'âge de 18 ans, c'est-à-dire au moment de leur majorité, éventuellement cette conversion telle qu'on la propose à leurs parents? Absolument. Oui. De ce côté-là, je vous dis, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mhm. Il suffit de demander. Ce n'est pas facile. Il y a certaines personnes à qui ça demande beaucoup plus de temps. Ça dépend aussi quelle obédience, Mhm. selon quel rabbinat. Par contre, on au fait- niveau de l'obédience et au niveau, quand vous dites selon la halakha, là, c'est effectivement, je pense, c'est la tradition la plus classique, en tout cas celle qu'on connaît surtout en France. Mais est-ce que, par exemple, ceux qui se convertissent, je sais pas, selon le mouvement libéral, traditionnaliste ou autre, sont quand même reconnus comme juifs à partir du moment où ils ont fait une conversion? Selon la loi du retour Oui. élargie, Mhm. Non, je parle de conversion, là, pour ceux qui vraiment n'ont rien, ceux dont vous vous êtes aperçu finalement qu'ils n'avaient rien, mais vraiment rien de juif. il y a en Israël aujourd'hui un grand problème à reconnaître toutes les autres obédiences à part l'obédience À la halakha. Et je crois que cela dépend plutôt du côté politique de force En présence. sur le terrain, plutôt que des problèmes vraiment religieux. Mais si nous laissons tomber ce côté-là de la chose, le côté élargi de la loi du retour inclut tous ces juifs qui se sont convertis selon tel ou tel mode. Il y a certains modes de judaïsme, par exemple l'ultra-libéral des États-Unis, où ils font même des mariages Oui, avec mixte, c'est-à-dire Oui. qu'il y a un prêtre et puis un absolument. rabbin. Donc Oui. ça, ce n'est pas encore rentré Mhm. dans les mœurs de l'État d'Israël de le Mhm. reconnaître en tout cas, Mhm. ni de facto, ni de jure. Donc là, il y a des problèmes. Seulement, tout ce qui se rapproche aujourd'hui de la halakha, de près ou de loin, qui se rapporte à la halakha, est plus ou moins considéré de la même façon qu'un juif qui s'est converti selon la halakha. C'est vrai qu'il y a des problèmes au ministère de l'Intérieur pour le prouver, mais en étant patient, on arrive à tout. Alors, en Israël, c'est quand même, comme vous disiez, c'est un État juif. Donc, il y a certaines lois qui régissent quand même les citoyens. Alors, par exemple, pour se marier, est-ce que on peut se marier autrement pour quelqu'un qui ne serait pas reconnu, si vous voulez, tout à fait en tant que juif? Est-ce qu'il a la possibilité de se marier autrement que religieusement, de divorcer éventuellement, de mourir même autrement que d'être enterré dans un cimetière juif? Comment se passe alors justement cette possibilité, puisqu'il s'agit d'un État juif? Il s'agit d'un État juif, c'est vrai, parce qu'il a été fondé pour le judaïsme mondial et pour le juif. Mhm. Mais nous avons des possibilités aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Mhm. Il y a des mouvements libéraux qui se sont Laïque. fondés en Israël, Oui. laïques, Mhm. qui ont prôné des mariages civils, etc. C'est vrai que ce n'est pas très bien accepté, Est-ce que ça existe? mais c'est reconnu. C'est reconnu. C'est-à-dire, si vous vous mariez civilement en Israël, Donc il y a des possibilités. ou à l'extérieur d'Israël, ça peut Mhm. être Oui, en Israël, France, par exemple. Oui. c'est reconnu comme mariage. Oui, d'accord. Ok, ce n'est pas un mariage à l'arti, Mhm. mais c'est un mariage qui est perçu par les rabbins comme un mariage. Mhm. C'est-à-dire que quelqu'un, en imaginant qu'un couple vienne marier civilement, la femme est israélienne, elle est juive, ils viennent tous les deux en Israël, elle s'est mariée avec un non-juif. Est-ce que lui, à ce moment-là, compte tenu de la loi élargie, est-ce que il est considéré reçoit comme le statut juif? de Olé Chadash. Oui. Et Il est-ce reçoit qu'il est le considéré statut- comme juif? Non. Non. Il a un statut de nouvel immigrant Oui. par la loi élargie, Mhm. mais il n'est pas considéré comme juif pour autant. Mhm. Il bénéficie de la loi du retour élargie, mais il ne bénéficie pas du statut de juif. Il faut faire très attention à cela. Oui. Donc, pour lui, il peut venir à l'agence juive à Paris avec sa femme, demander de monter un dossier d'Alia. Il n'est pas considéré comme juif. Mais en tant que mari d'une femme juive,
il peut demander son allié en Israël et avoir la nationalité israélienne et même faire l'armée en Israël. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé, Dovlowski, à l'agent juif ici à Paris, d'avoir des personnes qui sont venues vous voir, qui ne sont absolument pas juives et qui vous le disent d'ailleurs, et qui souhaiteraient faire leur alliance, et alors à ce moment-là, quel statut ont-ils? Écoutez, il m'est arrivé plusieurs anecdotes. On pourrait passer un après-midi ensemble. Des anecdotes extraordinaires sur des gens qui vraiment ont été très loin, qui ne savaient même pas ce que c'était que le judaïsme et qui se sont aperçus un beau jour que ça existait, que c'était beau ou autre chose selon leur définition, et qui veulent absolument s'installer en Israël, faire leur vie en Israël, sont beaucoup plus militants que tout juif qui est venu me voir, par exemple. C'est très difficile. C'est très difficile de les raisonner d'abord parce qu'ils ont une foi exceptionnelle, très difficile de les décevoir, et surtout ce qui est difficile, c'est de leur dire que pour eux, il n'y a pas de possibilité d'être nouveaux immigrants en Israël, donc de bénéficier des lois de la loi du retour, de bénéficier de tous les avantages qu'ont les immigrants, depuis l'Ulpan, c'est-à-dire l'école d'hébreu, etc., jusqu'à l'aide, l'allocation au logement. Certaines personnes le prennent très mal. Ben oui, ça doit être très, très difficile. Et croyez-moi qu'il faut user de psychologie, de la plus fine psychologie qui puisse exister pour essayer de leur faire comprendre et de ne pas les rendre des anti. Bien sûr. Et donc, nous essayons de trouver des solutions, soit... de leur conseiller quand même, de se convertir, par exemple. Non, même pas. Non. Non, on peut pas conseiller une conversion. Si c'est leur demande à eux, on les met en contact avec des rabbins en Israël qui, eux, s'occupent de conversion de ce genre de personnes. Et je vous promets qu'il y en a beaucoup plus qu'on en croit. Qui leur facilite les choses en Israël. Oui. C'est-à-dire qu'ils partent quand même en dehors de vos services. En dehors de nos services. En dehors de vos services, ils vont sur place, ils essayent de démarrer une filière pour la conversion. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons de temps en temps... Et il y en a qui restent. Oui, ça, de c'est temps en temps, nous recevons des lettres, nous disant merci de m'avoir aidé à mes premiers pas, etc. Je suis aujourd'hui tout. Et pourtant, vous les avez pas beaucoup aidés. Vous les avez même découragés la plupart du temps. Non, je ne peux pas dire que je décourage. Je leur dis ce qui peut leur arriver et comment ils seront vus en Israël. Ce n'est pas facile. Mais je ne peux pas dire que je les décourage. Je leur donne des adresses. J'essaie de les aider dans ce sens où je leur dis, écoutez, si telle personne ne vous aidera pas en Israël, refaites vos valises et revenez. C'est vraiment à l'extrême. Mais sinon, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de succès pour certaines personnes qui ont réussi. Ça leur a pris 2, 3, 4 ans. Ça a marché. Ils ont fondé un foyer en Israël aujourd'hui. Et je suis très content de recevoir des lettres de temps en temps. Alors, vous savez que ici, en tout cas en France, la conversion est très très difficile, et notamment quand il s'agit de femmes ou d'hommes qui souhaitent se convertir parce qu'ils ont rencontré, si c'est un homme, bien sûr, une femme juive, et si c'est une femme, un homme qui ne l'est pas. Si c'est une femme juive, un homme qui ne l'est pas. À la limite, il faudrait décider une conversion sans connaître aucun juif. Est-ce que en Israël, la chose est identique en ce qui concerne justement ces conversions ou pas? On dépasse un petit peu notre sujet, c'est vrai qu'on parle de conversion, c'est tout simplement je ne veux pas qu'on prenne pour un rabbin. Non, vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas du tout. Non. La halakha est la même partout, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël. Il y a ce qu'on appelle des mahmirim en hébreu, c'est-à-dire qui font très attention aux plus petits pointillés, aux plus petits points, et d'autres sont beaucoup plus ouverts. En Israël, les mêmes tendances existent. Il y a des rabbins qui font des difficultés énormes parce qu'ils y croient énormément, et d'autres qui sont beaucoup plus ouverts. On les appelle des rabbins modernes, qui sont reconnus et qui peuvent faire des conversions. Ça ne veut pas dire qu'ils facilitent les choses ou qu'ils bâclent les choses, mais ils amoncellent moins de problèmes au début et découragent moins que les autres. Donc, si on peut se résumer, Dovlowski, parce qu'on c'est vrai qu'on s'est échappé très loin de notre sujet, pour se résumer, donc, qui est juif pour l'État d'Israël? Eh bien, tout juif ayant un père, ou, en tout cas à l'heure actuelle, tant qu'une nouvelle loi n'a pas été votée, un père ou une mère juive, voire des ascendants, c'est-à-dire grands-parents, du côté du père ou du côté de la mère.
Voilà. Est-ce que, compte tenu des nouvelles élections en Israël, et qu'on voit qu'il est pas évident non plus pour les partis religieux de rentrer dans le gouvernement, est-ce que c'est un point important qui risque de diviser justement le gouvernement, ce point-là de qui est juif? Ce point a été un point important depuis la création de l'État d'Israël. C'est un point qui n'a pas été résolu encore, qui se pose à chaque nouveau gouvernement. Il y a une phrase, par contre, qui m'a un peu plus donné de l'espoir, c'est que Rabin, qui devrait être donc le prochain Premier ministre, a bien dit et clamé que ceux qui voudront se rallier à son gouvernement se rallieront sur la base du programme travailliste. C'est-à-dire que le statu quo restera comme il est. Ouais. Il n'y aura pas donc de poussée, il n'y aura pas encore une fois d'avancée plus restrictive en ce qui concerne exactement l'exigence du judaïsme. Et en plus, les partis politiques religieux qui demandent à chaque gouvernement des promesses de faire passer cette loi d'additifs, qui, on le rappelle, et donc selon la halakha, juif selon la halakha. Chaque gouvernement arrive à y échapper, essaie d'échapper avec ou sans promesse. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dans la conjoncture des partis politiques israéliens en présence, je ne pense pas que les partis politiques religieux aujourd'hui aient la force de changer autre chose que ce qui était jusqu'à présent, c'est-à-dire un statu quo. Dov Lusky, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes délégué à l'Alia et l'information et porte-parole de l'agent juif ici à Paris. Merci, bonsoir. Merci et shalom.